Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve donc pour se faire comme d'habitude un tour de l'actualité du MotoGP. Et on peut le dire, c'est que après et avec ce Grand Prix d'Autriche, on a pu en avoir des news, des informations. Clairement il s'en est passé des choses, donc comme d'hab, on va directement rentrer dans le vif du sujet. C'est parti. Et on va commencer un peu par les déclarations de notre cher pilote français Johann Zarco, parce que j'ai été assez étonné de ce que j'ai pu lire, et du coup je m'attendais potentiellement à avoir un Zarco quand même noté des points positifs après ce Grand Prix d'Autriche, et c'est le cas, mais vous allez voir, on a l'impression que Zarco est plus marqué après l'Autriche que réellement après l'Angleterre. Il a donc dit, sur le coup, je dirais que je suis déçu. Parce que clairement il y avait moyen de jouer le podium, mais je n'ai pas pu. Et être cinquième, c'est dommage, mais aussi pas mal. Cela reste une bonne satisfaction. J'ai tenté tout de suite de partir fort pour gagner une ligne, mais j'ai repris l'embrayage plusieurs fois et la moto n'a pas bien réagi. Cependant, ce n'était pas catastrophique, je me sentais assez bien à ce moment-là. C'était un peu le moment clé de la course parce que c'était un moment où j'avais bien du rythme et je me sentais capable de rester avec Fabio. J'ai fait un dépassement correct, mais je me suis retrouvé derrière Bastianini qui semblait avoir un problème technique et ça a été confirmé, Bastianini a eu un problème avec sa jante et c'est pour ça que Zarco a failli l'accrocher dans le virage 4 si je me trompe pas, et puis ensuite au virage 5, Bastianini a tiré tout droit à cause de ce souci. Bref, il dit, du coup à ce moment-là, il était devant comme s'il ne voulait pas rentrer dans le virage, je ne savais pas ce qu'il faisait, si c'était un problème de boîte ou quoi que ce soit. Mais je ne pouvais plus rentrer dans le virage parce que ça n'allait pas le faire, du coup j'ai tiré tout droit pour ne pas le percuter. Plutôt que de gagner une place, j'en ai perdu quasi 4 et à ce moment-là, ça a été compliqué. En remontant sur les autres, le pneu avant a commencé à beaucoup chauffer et j'étais à la limite, il a fallu résister sur la fin. Zarco termine par une analyse en disant « Ma vitesse me gêne lorsque je suis les autres parce que je ne peux pas les passer sur les freinages. Sinon je rate quasiment le virage. Je ne ressors pas assez bien des virages parce que j'ai un petit manque d'adhérence derrière. J'arrive à tout gérer en étant seul et les chronos vont vite. Mais ce n'est pas comme quand je roule avec les autres où ça me pénalise trop. » Un Johann Zarco qui nous a donc globalement dit que son style le pénalisait aujourd'hui en MotoGP et il a dit aussi que globalement il essayait de travailler pour faire en sorte que ce style qui aujourd'hui le pénalise, ensuite à l'avenir puisse être un point fort finalement. Mais c'est vrai que du coup on voit quand même un Johann Zarco un peu plus déçu et... Alors ok, sûrement que Johann Zarco pouvait peut-être plus jouer ici en Autriche, mais moi j'ai trouvé la course de Johann Zarco vraiment très bonne, parce que quand Johann Zarco part 6ème, quand il fait le départ qu'il a réalisé, alors après techniquement le départ n'est pas non plus si mauvais, c'est surtout au point de vue du premier virage que ça s'est compliqué, mais bref, du coup ça a été une entame de course vraiment mauvaise, il est 6ème, il se retrouve très loin rapidement au classement, si je ne me trompe pas 12ème. Les 3/4 du temps, quand ça se passe comme ça, souvent Johann Zarco, on le sait, les courses sont vraiment compliquées et finalement, tu n'arrives pas à le retrouver aux alentours du top 5. Et Johann Zarco, il s'est bataillé, il est arrivé quand même à remonter position après position. Bien évidemment, il a été quand même aussi aidé par la chute, par exemple, de Roy Martin ou le tout droit d'Enea Bassini, mais quand même, il va chercher un très bon top 5 et moi, j'ai vu vraiment un Johann Zarco qui s'est bataillé, qui s'est battu clairement ici en Autriche et ça fait plaisir parce que souvent on critique Johann Zarco en disant « Ouais, il n'arrive pas à doubler, il est trop gentil, il n'est pas assez agressif. » Et moi je suis désolé, ici en Autriche j'ai vu un Johann Zarco vraiment qui s'est battu jusqu'au bout, passant de multiples pilotes et pas n'importe qui non plus. Alors malheureusement en plus Johann Zarco il tire toujours un petit peu de poisse, ce qui s'est passé avec Enea Bassini c'est quand même vraiment pas de chance parce que oui c'est vrai qu'à ce moment là si Johann Zarco arrivait à dépasser, qu'il se retrouvait dans la roue d'Enea Bassini, il y avait largement moyen ensuite d'aller jouer le podium, allez peut-être la victoire, allez, on se chauffe un petit peu, mais bref en tout cas il y avait moyen peut-être de jouer un meilleur résultat qu'un top 5, mais c'est déjà génial clairement de voir Zarco sur le top 5, moi je trouve que voilà c'est vraiment une belle course, étonné donc de voir ce Zarco un petit peu... Voilà, un petit peu mi-figue mi-raisin, globalement, on sent Zarco un peu marqué. Après, c'est comme ça, c'est vrai que j'aurais plus attendu une analyse comme ça après la Grande-Bretagne qu'après l'Autriche. Mais voilà, en tout cas, je voulais vous donner donc les propos de Zarco. Je pense que c'était quand même assez intéressant. Pour continuer, on va donc parler un petit peu donc de Honda, encore une fois. C'est vrai qu'on en parle beaucoup, mais je voulais vraiment vous partager les propos d'Alberto Pucci. Ça démontre, comme j'ai pu le dire dans des précédentes vidéos, que clairement la situation aujourd'hui chez Honda, c'est la cata. Mais d'abord, on va commencer par une grosse news qui est tombée pendant ce Grand Prix d'Autriche. C'est que tout simplement, Marc Marquez se sépare de son manager de toujours. Ça fait depuis ses 12 ans que Marquez est avec Emilio Alzamora et c'est tout simplement
terminé. Alors on n'a pas du coup d'explication globalement pourquoi les frères Marquez se séparent du coup de ce manager. Alors peut-être que bien évidemment leur relation s'est sûrement effritée. C'est pas la même chose quand tu prends le petit Marc Marquez à 12 ans et quand aujourd'hui tu as Marc Marquez multiple champion du monde à 29 ans. C'est peut-être plus la même chose, c'est peut-être plus la même relation. Bref, les choses ont évolué avec tant d'années. Bref, du coup c'est quand même... Je trouve une annonce assez marquante parce que ça démontre bien qu'aujourd'hui, il y a des choses qui bougent quand même dans l'entourage de Marquez. Il y a des choses qui vont sûrement bouger chez Honda, mais aussi donc dans l'entourage de Marquez, on essaie de faire tout en sorte globalement pour revenir au top, pour tout remettre de la meilleure des manières autour de soi. Et c'est vrai que ça me rappelle d'une certaine manière ce qui s'était passé avec Valentino Rossi et ses chefs mécaniciens à l'époque. On essayait de tout changer pour trouver une nouvelle dynamique. Peut-être qu'aujourd'hui, c'est ce qui est en train de se passer avec Marquez. Mais avec Marc Marquez, il y avait donc aussi Alberto Puig qui a un petit peu parlé du retour donc de Marquez. Vous allez voir, c'est assez intéressant. Il a dit « Ce serait un problème si Marquez ne serait pas au test de Misano. Les délais ont été respectés et le médecin nous a dit que le 25 août, il ferait un scanner. Si l'os est en place, il peut commencer. On verra. Je ne pense pas qu'il sera prêt pour la course, mais s'il pouvait être prêt pour le test. Même s'il ne s'agissait pas de faire 100 tours par jour, mais d'en faire 4 pour dire oui, non, il semble que oui, ce serait très important. S'il ne serait pas présent aux essais de Misano, alors ce sera la même chose. Ça fait longtemps qu'on ne l'a pas eu en test et ça va être compliqué. Lors des tests de Valence, nous ferons ce que nous avons dit que nous ferions depuis Misano. Sinon, nous continuerons comme nous l'avons fait jusqu'à présent, à l'aveuglette. Ce n'est pas que les autres pilotes ne comprennent pas la moto, mais celui qui la comprend vraiment est celui qui a gagné plusieurs fois avec cette moto. S'il n'y en avait pas, et ce n'est pas une excuse, cela rendrait donc notre travail plus difficile. Voilà donc les propos d'Alberto Puig, excusez-moi pour la traduction vraiment très moyenne de Google Trad, mais malheureusement sur le site de GP1 on ne peut pas copier-coller les propos et donc automatiquement on ne peut pas passer par autre chose que Google Traduction. Donc bon, on a une traduction moyenne, mais bon, je pense que globalement on a compris tous ensemble les grandes lignes et je pense qu'on a aussi compris que vraiment c'est la cata. Là c'est la cata chez Honda. Là on voit Honda complètement perdu et quand on parle de Marquez dépendance, là vraiment ça fait flipper parce que là c'est même plus une Marquez dépendance, c'est vraiment, on a l'impression que Honda ne peut plus avancer sans Marc Marquez. On a quand même un Paul Espargaro, du Takaaki Nakagami, on a même Alex Marquez. Alors loin de moi de vous dire que c'est les meilleurs pilotes du monde, mais c'est quand même des bons pilotes, vraiment des pilotes qui savent rouler, qui ont fait des performances, des podiums, qui ont aussi brillé, fait des pôles. Putain, quand tu les vois là, à ce niveau-là, Honda, en mode, non mais vraiment, il n'y a personne qui peut nous sauver, il n'y a que toi Marquez, reviens le plus vite possible s'il te plaît. Oh putain, ouais, c'est... Ah ouais. Ah, quand je vous disais que le bateau coulait, là le bateau est vraiment sous l'eau déjà. Ouah, ça fait quand même peur les propos d'Alberto Puig, surtout que d'un côté Marquez il a déclaré par rapport à son retour qu'il aimerait bien revenir pour faire potentiellement 2 Grands Prix. On parle donc de Valence et le Grand Prix juste avant, donc Sepang si je me trompe pas. Bref, du coup voilà quelques petits Grands Prix pour Marc Marquez pour terminer l'année 2022 pour entamer 2023. Et de l'autre côté tu as Alberto Puig qui est en train de prier tous les dieux pour voir Marquez des Misano. Misano c'est dans 2 semaines, alors on parle pas du Grand Prix, on parle des tests de Misano qui sont juste après donc le Grand Prix. Mais c'est dans 2 semaines. Alors je sais pas quelle annonce on va annoncer à Marc Marquez jeudi, j'espère qu'elle va être ultra positive. Mais quand d'un côté t'as un Marquez qui se dit ouais pour la fin de l'année j'aimerais bien revenir et que t'as Alberto Puig qui le veut déjà de retour dans 2 semaines, tu comprends la cata. Et de toute façon les propos sont clairs. Quand il dit qu'avec sans Marquez il travaille à l'aveuglette, ça démontre bien la situation aujourd'hui de cette moto, la situation de Honda. À voir donc jeudi l'annonce des médecins par rapport à l'état de santé de Marquez. Et puis peut-être qu'on le verra au test de Misano, on verra bien. Et pour terminer, je voulais donc revenir un petit peu et vous donner mon avis sur ce que beaucoup de personnes ont dit comme l'une des pires idées pour le MotoGP, ces fameuses courses sprint. Alors pour vous expliquer globalement le format, c'est vraiment très simple aujourd'hui pour la qualification, les chronos combinés ne seront pris que avec la FP1 et la FP2, qui sera donc la journée du vendredi. Ensuite, le samedi, on retrouvera une FP3 qui sera donc maintenant une FP4. Globalement, donc elle ne comptera plus pour les qualifs. Cette FP3, FP4 bis sera donc le matin. Et le matin, on retrouvera juste après donc la qualification, qui ne sera plus l'après-midi. Parce que l'après-midi, ce sera donc remplacé à partir de 15 h par la course sprint. Dimanche, on voit donc le warm-up aussi disparaître et on n'aura donc plus que la course. Voilà, je pense que l'explication est quand même assez claire, j'y vais d'une manière assez rapide. Mais je voulais aussi donc vous donner mon avis et c'est assez compliqué parce que j'ai vraiment...
On va essayer d'être poli, je suis un petit peu mi-figue mi-raisin, voilà, je suis très mitigé sur cette situation, je vois et je pense qu'il y a des points positifs à cette nouvelle, mais malheureusement il faut le dire, il y a aussi pas mal de points négatifs, et j'avais quand même envie de commencer par le positif, parce que c'est toujours bien de parler de positif en premier. Tout d'abord, je pense vraiment que ces courses sprint vont permettre de dynamiser globalement les Grands Prix en MotoGP. On voit qu'aujourd'hui, malheureusement, on a une forte baisse quand même de spectateurs, on en a parlé encore une fois dans l'une de mes précédentes vidéos, et après, à mon avis, le Grand Prix de Grande-Bretagne, la Dorna s'est dit « Ah !» là quand même on a des audiences très mauvaises, des audiences TV bien sûr très mauvaises. On a aussi des spectateurs sur le circuit qui sont en très forte baisse. Peut-être que là il faut tirer globalement la sonnette d'alarme, et je pense que c'est pour ça qu'on a décidé de prendre la décision de allez, on amène définitivement ces courses sprint pour 2023. Et je pense que oui, ça va quand même fonctionner. Alors une nouvelle fois, je sais qu'on veut souvent voir le championnat, le MotoGP par le prisme des fans, mais malheureusement, il faut aussi le dire, enfin malheureusement, c'est comme ça, il y a les fans, ceux qui vont regarder les essais, comme beaucoup sur cette chaîne, on est là, on regarde la FP1, on regarde la FP2, on est intéressé par les qualifs, et on aime bien évidemment la course, mais il faut aussi comprendre que beaucoup de personnes regardent la moto, regardent le MotoGP que par voilà, les courses, et ne sont pas spécialement énormément intéressés par les essais ou quoi que ce soit. Et je pense que d'apporter une nouvelle course, comme ça peut se faire en World Superbike, un format qui est adoré, globalement, il y a 3 courses, on va dire, en World Superbike, et c'est quelque chose que les gens adorent, parce que globalement, tu as des week-ends extrêmement fournis. Et du coup, en MotoGP, on essaie de s'approcher de ça, et de faire en sorte que on ait plus de courses pour que, techniquement, plus de personnes soient intéressées, mais surtout qu'aussi, il y ait plus de personnes lors de la journée du samedi. Parce que du coup, dimanche, on aura de nombreux fans pour la course du dimanche, logique, mais du coup, samedi, il n'y aura plus que l'intérêt de la qualif, mais du coup d'être là le matin pour la qualif, mais aussi l'après-midi pour la course, donc potentiellement tu peux assez fortement augmenter le nombre de spectateurs. Personnellement, j'aime aussi pas mal le format de cette course sprint. On aura donc 50% en termes de tours de la course de dimanche, et du coup, ce sera quand même assez court, je pense. Alors, bon, ça dépendra bien sûr de la longueur du circuit, mais par exemple ici en Autriche, on avait à peu près une trentaine de tours. On retrouvera donc une course sprint à environ 15 tours. Ça pourrait être donc une course quand même très dynamique avec des pilotes qui ne réfléchissent pas à « Attends, mes pneumatiques dans X tours, comment ça va se passer? Est-ce que je vais trop dégrader mes pneus ?» Non, on aura sûrement une course qui donc sera rapide, mais du coup on aura aussi techniquement les pilotes qui vont être rapides parce qu'ils vont se donner à 100%, ce qui peut donc, je pense, avec le niveau aujourd'hui du MotoGP, donner des courses quand même assez intéressantes. Donc voilà en gros mes quelques points positifs que je peux voir avec ces courses sprint, c'est quand même intéressant. Je rappelle quelque chose que j'ai pu dire sur Twitter, je pense vraiment que ces courses sprint seront peut-être intéressantes pour les spectateurs et le public, mais malheureusement je pense qu'elles sont un point noir pour les pilotes. Mais je tiens aussi à préciser que c'est pas parce que Fabio Quartararo n'aime pas le concept, vraiment un Fabio Quartararo qui a été assez dur et qui vraiment n'apprécie pas cette nouveauté, qu'automatiquement tous les pilotes n'apprécient pas. Parce que j'ai vu beaucoup de personnes dire, ils ont vu la déclaration de Fabio et se dire, si Fabio aime pas, tout le monde aime pas, les pilotes détestent. Non, on a pu voir aussi des pilotes appréciés, on a Jack Miller qui ouvre la porte à l'idée, on a vu aussi un Marc Marquez, très content de cette nouveauté. Bref, il y a aussi des pilotes pour et des pilotes contre, c'est comme pour cette vidéo, il y a du positif et du négatif. Mais bref, passons donc un petit peu au négatif. Tout d'abord, je voulais parler rapidement de l'environnement. Alors c'est assez compliqué parce que c'est pas un sujet que je maîtrise à 100%, mais aujourd'hui quand on veut un MotoGP de plus en plus vert, c'est quand même assez étonnant du coup de rajouter une vingtaine de courses de plus dans l'année, même si c'est bien sûr des courses plus courtes, qu'on enlève une séance d'essai, que automatiquement on enlève le warm-up, donc on enlève un petit peu de roulage, mais en même temps on rajoute des grands prix, on rajoute du monde. C'est vrai que du point de vue de l'environnement, le MotoGP qui essaie de se donner une image un petit peu plus verte et qui espère globalement essayer de rendre le MotoGP un petit peu plus dans une idée globalement que c'est pour l'environnement, que ça va dans le sens de l'environnement, c'est pas une nouveauté qui va globalement aujourd'hui dans ce sens. Et un autre point aussi qui pourrait m'inquiéter, c'est que j'ai peur en fait que les personnes aient tout simplement un faible intérêt avec ce nouveau format parce que finalement ça rapporte quand même pas beaucoup de points, je vous réaffiche du coup les points, mais du coup si tu es 10e tu marques 0 points et si tu es premier tu marques 12 points. Alors c'est vrai qu'être premier ça marque quand même quelques points, mais c'est pas énorme et j'ai peur que les gens disent ouais, est-ce que finalement ça sert à grand chose, parce qu'en plus c'est un format qui est donc différent de la F1. En F1 les qualifications te permettent d'avoir tes positions sur la grille de départ lors de la course sprint, et ensuite ton résultat lors de la course sprint c'est ta position sur la grille de départ
lors de la course du dimanche. J'espère que vous avez compris. En MotoGP, la qualification, ça va te donner ta position sur la grille de départ de la course sprint, mais aussi de la course du dimanche. Ça veut donc dire que ta position lors de la course sprint ne jouera pas pour ta position sur la grille de départ du dimanche. Et donc, c'est pas mal de petites choses qui amènent à affaiblir globalement l'intérêt potentiellement de cette course sprint. Et donc, quand tu vois déjà clairement que le format est fortement critiqué, parce que comme je vous dis, chez les pilotes, c'est une sorte un petit peu de 50-50, autant chez les spectateurs, en tout cas les avis que j'ai pu lire, j'ai vu quand même énormément de personnes être fortement contre cette nouveauté. Et on va quand même espérer que le format ne soit pas boudé, voilà, c'est ça que je veux vous dire. Je trouve aussi personnellement que la communication qui a été faite autour de tout ça est quand même vraiment moyenne. On nous l'a amené un petit peu comme un cheveu sur la soupe. Salut, comment ça va les gars? Hop, allez, course sprint pour 2023, on se retrouve l'année prochaine. C'est quand même, je pense, extrêmement important quand tu modifies le format historique du MotoGP. Ça aurait été quand même intéressant de nous expliquer un peu plus en profondeur le pourquoi du comment et surtout la réflexion de la Dorna autour de tout ça pour amener ces courses sprint. Si pas mal de personnes auraient peut-être eu un petit peu plus d'informations et qui auraient un petit peu plus compris aujourd'hui la situation du MotoGP qui est un peu compliquée une nouvelle fois, comme je vous l'ai dit, au niveau des audiences, au niveau des spectateurs, et encore une fois, c'est pas dans tous les pays, mais quand même, il y a un cas général qui peut être un petit peu inquiétant. Et du coup, je pense que c'est une réflexion qui aurait dû être un peu plus amenée par la Dorna et globalement mettre un petit peu plus ça en avant. Et la communication, je l'ai trouvé extrêmement compliquée, surtout que les pilotes ont fortement critiqué la Dorna de ne pas les avoir tout simplement prévenus de ce nouveau format. Et globalement, la Dorna a dit « Oh, c'est pas notre job de prévenir les pilotes ». Bon, déjà, tu ne concertes pas les pilotes sur un nouveau format qui va donc tous les concerner en 2023, c'est moyen. Mais en plus, tu les renvoies comme ça. C'est une manière de faire qui est quand même pas génial, quand même, on va pas se mentir. Bref, après peut-être que c'est vrai, peut-être que du coup c'est pas la Dorna de venir parler aux pilotes, peut-être que c'est parce que apparemment la Dorna aurait parlé aux équipes et donc c'était peut-être techniquement le travail des équipes de parler aux pilotes avant la Dorna, mais la façon dont ça a été fait, la communication autour de tout ça est quand même fait d'une manière très moyenne. Il y a un autre point noir que je vois franchement à ce format, à ce nouveau format qui apporte les courses sprint, c'est qu'aujourd'hui, donc dans le format actuel de la saison 2022, on a la FP4 au même moment que potentiellement la course du dimanche, si tout se passe bien. La FP4 est aux alentours de 14h et la course le lendemain est aux alentours aussi de 14h. C'était donc extrêmement intéressant parce qu'on pouvait retrouver des conditions de piste qui étaient semblables à la course du dimanche. S'il n'y a pas de pluie qui arrive, bon, vous avez, je pense, compris. Donc on pouvait donc voir en FP4 des pilotes qui poussaient énormément, qui s'investissaient énormément parce qu'ils voyaient globalement quel pourrait être le rythme, quelles allaient être les conditions de piste, comment les pneus allaient se passer dans ce genre de conditions pour la course de demain. Avec ce format, comme je vous ai dit, la FP4 ne sera plus l'après-midi, mais donc du coup le matin. Alors c'est la FP3 vu que la FP3 disparaît, mais c'est la FP3 FP4 bis, voilà, c'est très compliqué, j'espère que vous avez compris. On va dire que la FP4 elle est le matin, voilà, pour faire simple. En tout cas le format de la FP4 est le matin, et du coup le matin tu n'as plus du tout les mêmes conditions que tu vas avoir l'après-midi lors de la course du dimanche. Donc moi je suis en train de me dire, en fait à quoi elle va servir cette FP4? Apparemment on va avoir donc 30 minutes en plus de FP4, pourquoi? Parce que du coup, le matin, il fera sûrement plus frais, il y aura plein de choses qui vont complètement être différentes que l'après-midi lors de la course du dimanche. Donc ça, je trouve que c'est un format extrêmement moyen et je me dis que finalement, cette FP3, FP4, elle sert à rien, globalement, dans ce nouveau format. Ou alors, il faudrait la mettre pour qu'elle joue la qualification. On est donc la FP1 qui joue pour la qualif, cette FP3 qui joue donc pour la qualif, et la FP2 qui est le vendredi après-midi. Ça serait donc peut-être plus intéressant de faire en sorte qu'elle, ce soit cette nouvelle FP4. Bon, on part un petit peu dans tous les sens. Pour ceux qui connaissent pas bien les séances d'essai, les chiffres et tout, je pense que je suis en train de vous perdre. Franchement, je pense que je suis en train de vous perdre. Pourtant, j'essaie vraiment d'être clairement le plus clair possible, mais bon, globalement, au lieu de retrouver cette FP4 le matin du samedi, je préférais la retrouver l'après-midi, le vendredi. Ça serait à mon avis beaucoup plus, beaucoup plus logique. Et je voulais donc terminer par la santé des pilotes. Les pilotes aujourd'hui, depuis pas mal de temps, ça fait même quelques années, ils se plaignent fortement de l'augmentation des grands prix au fil des années. On a plus en plus de courses, maintenant on a 21 grands prix au cours de l'année, et bien évidemment que du coup ils disent que physiquement ça devient difficile, bien évidemment rouler sur une MotoGP c'est pas simple, et pas mal de gens compareront au World Superbike. Alors déjà le Superbike il y a beaucoup moins de courses techniquement, enfin il y a beaucoup moins de week-ends de courses techniquement pardon, et surtout les machines sont beaucoup moins lourdes, c'est beaucoup moins compliqué de piloter une Superbike, c'est beaucoup moins physique de piloter une Superbike qu'une MotoGP. Je dis pas que le World Superbike c'est pas du tout physique, très loin de là, mais c'est moins physique qu'une MotoGP, et du coup en MotoGP tu as 21 Grands Prix, 21 week-ends de Grands Prix, et tu te retrouveras avec 2 courses à chaque Grand Prix.
Vous imaginez bien que pour la santé des pilotes, hein, ça couine un petit peu. Hein. Et surtout que, bien évidemment, aujourd'hui, on a l'impression que la Dorna veut encore continuer de multiplier de possibles nouvelles courses, de nouveaux week-ends de courses. Et ça va pas simplifier la situation des pilotes. Et il est vrai qu'au niveau de la santé physique, bah aujourd'hui c'est quand même un sacré point noir. J'ai envie de conclure par ça, une nouvelle fois, je pense que cette amélioration est pensée pour les spectateurs, pour amener plus de monde, et donc bien évidemment faire plus d'argent, on va pas nous la faire, c'est logique hein, bien évidemment, mais surtout, le point noir de cette nouveauté, c'est qu'à mon avis, bah ça met les pilotes clairement à côté, et la communication, je trouve, autour de ces courses sprint l'a très bien démontré. On fait ça pour les spectateurs, pour que le MotoGP grandisse, vous les pilotes, bah globalement, vous vous démerdez, hein. J'ai l'impression que c'est un petit peu le message qu'on dit. Hein. Votre santé, bon bah c'est comme ça. Non mais on vous parle pas, on vous tient pas au courant. Débrouillez-vous, c'est pas à nous de faire le boulot. Le message est assez moyen et donc on peut apprécier que les spectateurs et qu'on veuille faire grandir le spectacle en MotoGP, mais d'un côté, bah, ceux qui roulent hein, en MotoGP, c'est les pilotes et sans eux, il n'y aurait rien. Et donc la façon de faire est pour moi vraiment moyenne. Bref, j'ai parlé pendant 40 minutes cette vidéo, je pense qu'elle va être la vidéo la plus longue de cette chaîne. Des explications très compliquées hein, globalement. Mais bref, voilà, j'espère que vous avez à peu près compris mon avis, comme je vous ai dit, très mitigé, du positif, du négatif. Moi personnellement, je suis pas totalement contre à l'idée, j'ai envie de voir cette possibilité et surtout de voir qu'est-ce que ça va donner en 2023. J'ai vraiment envie d'ouvrir la porte au format et de se dire allez ok viens, montre-nous ce que ça donne et on voit globalement comment ça va se passer en 2023, surtout qu'on n'a pas spécialement confirmé le système pour des années et des années, donc il se pourrait bien que si ça ne fonctionne pas en 2023, et ben qu'en 2024 on revienne à un format historique, hein, un format historique pour les week-ends. Donc à voir, moi j'ouvre la porte, je me dis why not, on va voir un petit peu la vie des pilotes, on va voir comment ça évolue, on va voir si ça fonctionne, qu'il y ait plus de spectateurs, qu'on dynamise les week-ends du MotoGP, et si ça marche, bah j'ai envie de dire bah pourquoi pas. Bref voilà, on en arrive donc à la fin de cette beaucoup trop longue vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, et si elle vous a plu n'hésitez pas à liker, partager, commenter, je dis bye bye les potes, ciao.